Jean-Jacques Bourdin. Bien, il est 11h04, vous le savez, le jeudi, nous nous retrouvons pour parler politique avec des élus, parfois des sénateurs, le plus souvent des députés qui sont avec nous. Et j'en suis très heureux parce que je sais que c'est très suivi. D'ailleurs, il y a de plus en plus d'auditeurs qui aiment beaucoup ce moment, ce jeudi, entre 11h et midi. Aujourd'hui, Nadia Hay, ancienne ministre de la Ville, députée Renaissance des Yvelines, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Avec nous également Sébastien Jumel, qui est député communiste de Seine-Maritime. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Emmanuel Taché de la Pagerie, député Rassemblement National des Bouches-du-Rhône. Bonjour. Bonjour monsieur. La Camargue. La Camargue. Représentée ici, Arles et la Camargue. Absolument. Il est 11h05, explosion hier à Paris. Alors, on ne sait pas... on ne connaît pas l'origine de l'explosion, on ne sait pas si c'est dû au gaz ou pas. Il y a des enquêtes en cours, nous ne mettrons pas la charrue avant les bœufs. Mais en ce qui concerne le gaz, il y a eu d'autres explosions, à Paris notamment, mais pas qu'à Paris, dans d'autres villes françaises, dues au gaz. Je me souviens encore de la rue de Trévise. D'ailleurs, à propos de la rue de Trévise, je ne comprends pas que les enquêtes n'aient pas encore abouti, je ne comprends pas que les indemnisations ne soient pas réelles. Je ne comprends pas la lenteur de tout cela, de la justice notamment. Enfin bon, ça, la parenthèse est refermée. Mais est-ce qu'il faut en arriver, Nadia Hay, vous avez été ministre de la Ville, à interdire l'utilisation du gaz dans notre pays? En tout cas, ce qu'il faut qu'on arrive à faire aujourd'hui, c'est de continuer l'effort qui a été entamé, oui, notamment dans la construction et de la rénovation, c'est de passer du gaz à l'électricité. Oui. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas interdire le gaz. C'est peut-être une réflexion qu'il faudra peut-être qu'on se pose collectivement. Mais s'agissant de ce qui s'est passé, l'événement dans le dramatique oui, qui a touché le 5e arrondissement de Paris, c'est un vieil immeuble. 17e. Oui, et Paris, nous le savons, doit là aussi faire un effort considérable pour renouveler toutes les installations énergétiques, et notamment celles qui distribuent du gaz. Donc c'est une réflexion qu'on peut avoir collectivement. Aujourd'hui, ce n'est pas interdit, et en tout cas, tous les efforts vont effectivement vers la conversion à l'électricité. Oui, Sébastien Jumel. Bon, d'abord, il faut un mix énergétique équilibré, intelligent, et oui, le gaz fait partie de ce mix, mais ça me conduit à dire que produire de l'énergie, s'occuper d'énergie, c'est pas vendre des barbes à papa. Ça implique un haut niveau de compétence, un haut niveau d'exigence, un haut niveau de maintenance, qui doivent être au cœur d'une mission de service public. Je dis ça parce que les tendances à privatiser, à déréglementer et à sous-traiter, en cassant notamment le statut des électriciens gaziers, des gars et des salariés de GRDF, a contribué à ce qu'on fasse des économies sur le niveau de maintenance, sur les équipes d'intervention, sur la rapidité des équipes d'intervention, et ça nuit à la sécurité de nos concitoyens. Même si, encore une fois, on ne sait pas évidemment, si l'explosion est... Non, mais indépendamment du drame qui s'est passé, j'ai évidemment pas d'éléments, mais je sais que on ne vend pas des barbes à papa quand on achemine du gaz. Oui, sans faire de projection sur ce qui s'est dramatiquement passé à Paris. Le collègue Jumel a raison. Il y a une vraie question autour de la maintenance. Il y a une vraie question autour de qui est responsable. Sont-ce les syndics qui doivent faire vérifier leur réseau et leur alimentation? Et puis il y a une vraie question sur des statuts effectivement pour les électriciens gaziers, et sur les audits alors est-ce que ce sont les collectivités qui doivent les mener en lien avec les propriétaires ou les syndics sur l'état de leur réseau énergétique actuel? Bien. Il est 11h08, l'actualité. Regardons hier, dissolution des soulèvements de la terre. Le recours à la violence est-il légitime, légal, dans un état de droit? C'est la question posée. Que répondez-vous, Nadia Hay? Évidemment que nous sommes dans un état de droit et aucune cause ne justifie la violence, encore moins quand elle est menée avec une certaine terreur, et encore moins quand elle vise des structures privées, quand elle vise nos forces de l'ordre. Et donc une dissolution évidemment légitime s'agissant du sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire l'organisation des soulèvements de la terre. Et donc là aussi, il y a une mission de sécurité
et de protection des Français qui est de la responsabilité du gouvernement. Et donc, évidemment, une décision qui a été prise, qui a été bien encadrée, mesurée juridiquement et qui donne lieu à cette dissolution. Alors, j'ajoute une remarque de Jean-Luc Mélenchon. Ces militants sont réprimés comme des terroristes. Est-ce qu'ils sont réprimés comme des terroristes? Alors moi, je ne le crois pas, puisque oui. selon l'intellectuel dont il s'inspire, Andrea Malm, le Suédois, il se réclame du léninisme écologique. Oui. Voilà les propos qu'on peut entendre dans l'Institut La Boétie, qui appartient à la France Insoumise. Et d'autre part, il prône des méthodes d'action proches du Hamas palestinien. En fait, avec ces gens-là, on est face à une contestation permanente de l'état de droit, de la propriété privée, on ne passera pas sur les violations de propriété privée, de l'outil de travail et de l'utilisation permanente de la violence. Donc dissolution ? Oui, mais dissolution d'un groupement d'associations, ils sont malins. Moi, si demain ils se revendiquent les troubadours du climat, on va recommencer. Au mois d'octobre dernier, Marine Le Pen avait demandé la dissolution de tous les groupes extrémismes, quels qu'ils soient. Ça n'a pas été fait. Bon, là, c'est fait au mois de juin par Monsieur Darmanin, mais c'est très tard. Et les violences qui sont commises par ces gens-là, elles sont commises contre, en l'état, 47 gendarmes. Qu'est-ce que vous reprochez à l'État, là? Non, mais attendez, on sait que ces gens-là sont d'avoir dissous. On sait que ces gens-là sont dangereux, sont des éco-terroristes. Non, je reproche la lenteur. Vous approuvez la dissolution? On ne peut que l'approuver puisqu'on l'a réclamé en octobre dernier. C'est bien lent, non, du côté du ministère de l'Intérieur? Mais c'est pas question de lenteur. Vous savez que nous sommes aussi dans un état de droit. Nous sommes aussi dans un état de droit. Il y a des procédures qui sont prévues par notre état de droit, et donc nous sommes dans le respect de notre état de droit. Non, on ne peut pas se cacher en permanence derrière l'état de droit pour ne pas prendre des décisions. Je sais que vous vous dédouanez très souvent des procédures et de ce qui est prévu aujourd'hui par les textes. Eh bien, nous y sommes fidèles et nous veillons aussi à un équilibre entre la sanction qui doit s'appliquer et les libertés aussi fondamentales auxquelles nous sommes profondément attachés. Sébastien Jumel, attendez, Sébastien Jumel. D'abord, constatez avec moi que pendant qu'on parle de ça, dans l'heure inopérant, on ne parle pas du rapport du corps qui nous explique que la réforme des retraites ne produira pas les effets dont on prétendait qu'elle visait. Non, il dit même qu'il faut le rapport du corps, le rapport du corps nous dit que la réforme ne servira à rien. Je reviens au fond de ce que dit le rapport du corps. Le rapport du corps contredit ce que le gouvernement a annoncé, c'est-à-dire que la réforme n'apportera pas les équilibres financiers qu'elle prétendait. Sous-entendu, il aurait fallu aller beaucoup plus loin, ce que vous n'étiez pas. Il aurait fallu aller plus loin pour trouver d'autres modalités de financement préservant un système de retraite par répartition. Pour financer nos retraites. 60 ans. Mais pendant qu'on parle de ça, 65, 66, pendant qu'on parle des soulèvements de la terre, on ne parle pas de ceux qui cultivent la terre et qui la font vivre. Bon, mais pour revenir au sujet, ceux qui cultivent la terre comme les maraîchers nantais, pardonnez-moi de vous dire, eux, ils essaient de cultiver la terre, mais tout à coup, il y a les soulèvements de la terre qui viennent. Je dis ça parce que je défends ceux qui cultivent la terre. Moi, je défends tous ceux qui travaillent et notamment les agriculteurs de mon territoire. Et vous ne me prendrez pas à revers là-dessus. Maintenant, je reviens à la question. Oui, parce que c'est la question. L'extrême droite, d'ailleurs, connaît le sujet. Quand on dissout un groupuscule, il renaît de ses cendres le lendemain. Et quand on dissout un mouvement qui n'est pas constitué juridiquement, eh bien, on fait un effet d'annonce inopérant. Et c'est pour ça que je parlais de facilité, de lâcheté politique. N'a aucune. Ça, c'est sur la forme. Sur le fond, moi, je ne cautionne aucune forme de violence, d'où qu'elle soit. Je pense qu'on a besoin, au contraire, de militer pour une république apaisée, où les corps constitués, où les oppositions ont la possibilité d'exprimer la liberté fondamentale qui consiste à pouvoir manifester, s'opposer, critiquer, porter des alternatives. Et il faut être attentif à ça. Donc je ne cautionne aucune violence. Mais je constate quand même qu'il y a un vrai risque que, peu à peu, le pouvoir en place préfère casser des thermomètres, préfère utiliser des arguties d'autorité, voire d'autoritarisme, plutôt que de répondre aux mots qui sont nombreux. Je m'inquiète. Mais que faites-vous face au sabotage, aux dégradations, aux atteintes aux biens? Que proposez-vous? Eh bien, que faut-il faire? Je propose
un État qui protège, je propose un État régalien qui permet l'exercice de liberté fondamentale, celle de manifester, mais de le faire dans la sécurité des biens. Alors que faites-vous à l'encontre de biens, ceux qui ne manifestent pas dans le calme? Que faites-vous? Des biens et des personnes. J'ai eu l'habitude de dire, Monsieur Bourdin, je crois devant vous que qu'il s'agisse des Black Blocs, qu'il s'agisse des groupuscules d'extrême droite qui nombreux commettent des actes illégaux, qu'il s'agisse de mouvements radicaux dont on devrait s'interroger pourquoi une jeunesse sombre dans cette radicalité avec une forme de violence, qu'on a les moyens d'empêcher que ces choses-là dégénèrent en amont. Comment ? Parce qu'on sait de qui il s'agit, parce que les forces de police doivent pouvoir en amont donc on arrête, s'y prendre. On met devant la justice ces militants extrémistes pour ne pas nuire qui sont écologistes ou noyautés par l'extrême gauche. Pour ne pas nuire aux causes légitimes qui sont défendues et pour ne pas nuire à l'immense majorité des gens qui, lorsqu'ils manifestent, le font d'une manière sereine. Donc on les arrête, on les interpelle, on les arrête et on les juge. Donc vous faites ceux qui sont dans l'illégalité, vos collègues de la NUPES, ceux qui sont dans l'illégalité, qui méritent désobéissance à chaque manifestation. Mais moi je suis élu communiste. Je pense que la dissolution des soulèvements de la terre est inopérante, que c'est un leurre et que d'une part on ne peut pas criminaliser à outrance l'ensemble du mouvement social de ce pays. À l'heure où je parle, dans le cadre de la réforme des retraites, criminaliser le mouvement social dans notre pays. 400 militants syndicaux ont été mis en garde à vue hier. Un militant syndical qui a interpellé Éric Zemmour dans une gare en lui faisant part de son mécontentement à l'égard des propos racistes et des postures extrémistes d'Éric Zemmour a été placé en garde à vue alors qu'on aurait, on est quand même dans un pays où la liberté d'expression est irréfragable, fondamentale. Bon, alors moi là, la démocratie le collègue Jumel s'émeut pour certaines personnes. Moi je veux bien qu'on entende tout. Je pense quand même en tout cumulé là entre Sainte-Soline et Lyon-Turin, à la soixantaine de gendarmes qui ont été blessés par des cinglés qui viennent avec des boules de pétanque, qui viennent avec des armes. Personne ne cautionne ça et je ne cautionne pas ça. Dont certains sont fichés S, Sébastien. Je ne cautionne pas ça. Dont certains viennent armés. Voilà. Ben bien sûr. Donc moi je m'émets sur les forces de l'ordre qu'on met face à des gens alors qui vous sont avez des quelle solution écoterroristes. puisque vous dites ça ne sert à rien, c'est un effet d'annonce la dissolution. On les connaît, vous avez ces quelle gens-là. solution? On les connaît ces gens-là. Appliquer l'ordre, appliquer la loi. Et justement, vous parliez, chers collègues, d'état de droit. On les connaît, ils ne sont pas tous arrêtés. Et il doit ne sont primer pas tous, avant tout. Pardon? Ils ne sont pas tous arrêtés parce qu'il faut les arrêter en flagrant délit, parce que c'est pas toujours il faut avoir aussi le courage de les arrêter, on les connaît ces gens-là. Mais vous avez des preuves de ce que vous dites pour arrêter tout le monde. Vous savez, l'état de droit, c'est aussi respecter des procédures. Soyons raisonnables. Vous dites qu'il faut les neutraliser. Comment? Vous mettez un policier derrière chaque militant d'extrême gauche ou de soulèvement de la terre. Oui, ils sont 100 000. Vous mettez un policier derrière les 100 000 militants. Sur le Lyon-Turin, on sait le lieu où ils se trouvent. Oui, heureusement que les forces de l'ordre étaient là. Ils ont opéré des gardes à vue. Oui, et ça a été fait, monsieur. Eh bien, monsieur Bourdin, c'est un débat sans fin, inopérant. Si on considère qu'il y a 100 000 éco-terroristes dans ce pays, on marche sur la lune. Il faut aller voyager avec Thomas Pesquet. Il y a une minorité, une cinquantaine d'agités qu'il faut. Il y en a peut-être plus que ça. Ils sont plus que 100. Ils se revendiquent comme étant 100 000 personnes. Donc vous pouvez pas. Par exemple, je suis favorable au tracé Lyon-Turin. Je pense que dans ce pays, on manque de lignes de chemin de fer. Il faut développer le fret et que quand on défend l'environnement, c'est la gauche plurielle qui a décidé du projet de Lyon-Turin. Donc j'espère bien que vous êtes d'accord avec ce projet. C'est un projet de gauche. C'est un projet de gauche. Et aujourd'hui, les écolos encouragent le fret ferroviaire. Attendez, c'est Jean-Claude Guesso. Oui, Guesso a inauguré cette ligne et on n'a pas changé de point de vue là-dessus. Mais moi, vous savez, je peux être favorable à un projet et reconnaître à des gens le droit de le critiquer. Oui, mais comment? Ça s'appelle le droit de le critiquer, oui, mais le droit de le faire dans la violence, non. Le faire dans la non-violence, dans le respect des institutions, dans le respect des forces de l'ordre. Mais je redis
que c'est un leurre, parce que la dissolution d'un mouvement qui n'a pas d'existence juridique est inopérant en droit et est inopérant dans les faits. Vous êtes favorable au Lyon-Turin ou pas Vous êtes favorable parce qu'on vous a pas entendu le Rassemblement National. Les travaux ont commencé, donc comment être défavorable d'une structure qui permet de désengorger un secteur du territoire, qui, je l'espère, créera de l'emploi, et permettra aussi aux gens d'aller et venir et d'aller travailler sur leur territoire. Les travaux ont commencé, donc là on discute du sexe des anges. Moi je voudrais quand même demander au collègue Sébastien Jumel ce qu'il pense des tweets de ses collègues et alliés LFI et écologistes qui, avant chaque manifestation, tweetent désobéissance en tant que député. Vous savez, il y a plusieurs formes de désobéissance. Non, mais le poids de la responsabilité d'un mot, d'un responsable politique quand il appelle, je ne sais pas à l'insurrection, mais à la désobéissance dans toutes ses formes. Dans l'histoire de ce pays, moi je viens de la résistance. De ceux qui, dans le sang et le sang et les larmes de la libération, ont choisi à un moment donné dans l'histoire de ce pays de désobéir. C'était salvateur. De désobéir au régime de Vichy, c'était salvateur. Non, mais je ne donne pas de leçon. Je dis, je viens de là. Et donc, je suis en train de vous dire que quelquefois désobéir, c'est d'être au service du pays. Et donc, un tweet sur la désobéissance n'a, pour moi, ne porte pas de malformation congénitale. Par contre, de le faire dans le respect des institutions, de l'ordre républicain et de la démocratie. Mais moi, je pense que la période que nous venons de traverser signifie une crise démocratique profonde. L'affaiblissement des corps constitués, l'humiliation du Parlement, le fait qu'on nous prive de vote va aboutir... Vous décrivez quel pays? Parce que je suis pas certaine que vous décrivez la France, là. Non, je suis pas certaine. Oui, je vais vous inviter à aller dans d'autres pays où justement ce régime autoritaire s'applique et vous verrez que vous ne direz pas la même chose. Après, je peux vous laisser discuter tous les deux et puis partir si ça vous dérange. Vous allez avoir la parole. On aime trop le débat pour ça. Ne vous inquiétez pas. Alors laissez-moi en placer une dans ces cas-là, si vous aimez trop le débat, monsieur. Vous pouvez rester aimable. Mais Nadia, vous allez pouvoir prendre la parole tout de suite après. Et puis je voudrais, d'ailleurs, j'en profiterai pour avoir votre réaction sur l'agression dont a été victime. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, Nadia, vous liez la parole, allez-y. Oui, je voulais rebondir sur les propos de monsieur Jumel. Moi, contrairement à lui, je ne cautionne pas les agissements des nostalgiques des années noires qu'a connu notre pays, c'est-à-dire de la guerre. Parce que quand on utilise des mots de résistance, de s'organiser pour inciter à des actions de désobéissance et donc à des actions violentes, parce que on le voit manifestement qu'à chaque rassemblement, les manifestants, entre guillemets, ne viennent pas. Je suis l'héritier des Missak Manouchian et de ceux qui ont désobéi dans ce pays. Soit on est ici pour débattre et discuter, dans ces cas-là, vous me laissez en placer une. C'est moi l'arbitre. Soit, voilà, je vous laisse parler. Allez-y. Mais là, elle va pouvoir parler. Très bien. Donc, qui viennent manifestement, ces manifestants entre guillemets, se rassembler. Ils sont pas là pour effectuer des actes de mini désobéissance civile, c'est-à-dire d'occuper une route. Ils viennent en découdre avec nos forces de l'ordre. Ils viennent brûler. Ils viennent saccager. Ils viennent avec des marteaux. Ils viennent avec des machettes. En quoi, monsieur Jumel, ces manifestants défendent une cause juste? Aucune cause aussi noble soit-elle que celle de l'écologie. Aucune cause aussi noble que celle de l'écologie ne justifie un tel degré de violence, un tel degré de saccage des infrastructures, un tel degré d'envahissement d'un espace privé. Vous défendez les agriculteurs, tant mieux, nous aussi, et nous ne pouvons pas laisser passer des actes qui se sont passés près de Nantes où des agriculteurs ont vu leur champ saccagé par ces mêmes manifestations. Un dernier sujet, un dernier mot. Il ne faut pas laisser dire qu'une dissolution d'une association n'entraîne aucune conséquence si toutefois elle était reconstituée par ailleurs. Nous sommes, comme je vous l'ai dit, dans un état de droit. Si l'association se reconstitue, c'est 45 000 euros d'amende, c'est 3 ans de prison, et il y a aujourd'hui des techniques, des outils qu'elle peut utiliser le ministère de l'Intérieur sur des écoutes, un système d'écoute, sur des captations d'images, y compris dans la sphère privée,
pour neutraliser ces individus. Bien. Il ne faut pas laisser croire qu'il y a une impunité Moi, j'ai à un dernier mot, reconstituer on prend avant de conscience de changer l'ampleur du sujet. drame. de collectif. Quand le pire est arrivé, quoi. Je rappelle, entre 47 et 61 gendarmes qu'on a envoyés à l'hôpital, c'est formidable. Oui, mais Bien. vous ne pouvez pas, Alors. contrairement à ce que propose l'extrême droite, on ne peut pas arrêter tout le monde sous Madame, vous n'avez couvert personne de d'extrême droite en défendre. face de vous. Vous avez un député du Rassemblement National. Sous couvert de on pourra C'est qui, discuter, si vous voulez, de ce que c'est que l'extrême Ah, droite. je sais pas, c'est à Madame C'est Haït chez de- Zemmour, Bah, vous Non, savez, non, quand je sais on pas, c'est à vous de interdit le les définir. binationaux à faire Il y a des partie, définitions très claires qui sont on veut universitaires. interdire Rien les du binationaux à faire partie de la vie On va en parler. publique, Attendez. monsieur. Donc oui, vous êtes d'extrême droite parce que vous défendez les thèses d'extrême droite. Dénoncez-les, rejoignez-nous sur le débat, sur ce Non, combat rejoindre contre le En Marche, racisme non, et merci, contre non. les idées d'extrême droite. Et à ce moment-là, peut-être qu'on reviendra Bien, notre bien. Et se faire Un vacciner mot, non plus. positionnement. un mot. Vous êtes tous les trois C'est pas de députés. l'insulte. Vous noterez que notre ministre éphémère, pour quelqu'un qui n'a pas le droit de parler, parle beaucoup. Éphémère, ben voyons, monsieur Bah, c'est peut-être Jumel. pour ça qu'elle Quand a vous pas ferez été le quart reconnue du dans le tiers de ce que casting j'ai de fait, vous Macron. pourrez C'est pas très gentil, c'est la pas ramener sur ce plateau. éphémère. Oui, Éphémère, vous êtes si- une éphémère. Non, pas du tout, parce que s'il avait fait, le quart du tiers de ce que j'ai fait au ministère de la Ville, peut-être qu'on pourrait Alors avoir là, un Et débat peut-être sérieux. seriez-vous resté Mais là, d'ailleurs. Peut-être là- qu'on vous aurait rappelé dans le dernier casting, ce qui n'a pas Bon, été le cas. d'accord. Bon, Ah, allez, vous savez, c'est pas une fin en soi d'être ministre. Je suis très heureuse d'être députée. Je pense que je vois en vous une certaine frustration, Bon, alors, j'ai ce juste qui n'est pas le mon temps cas. viendra, le J'ai temps une viendra. question Oh, mon à Dieu, vous non. poser. La réponse, je vous demanderai une réponse très courte. Mathilde Panot était aux côtés des manifestants du Lyon-Turin. Des élus, des députés Europe Écologie étaient auprès de ceux qui ont détruit les maraîchages près de Nantes. Est-ce que vous cautionnez, est-ce que ces députés-là étaient à leur place et faudrait-il aller jusqu'à les sanctionner? Je vous pose franchement la Je question. pense que les députés qui ont fait ce choix de ne pas défendre l'état de droit et la notion d'ordre public sont des irresponsables et n'ont pas compris à quoi nous convoquait la responsabilité d'être parlementaire. Voilà. Alors en plus, ils mettent tout le monde dans la difficulté. Intellectuellement, leur démarche, ça veut dire qu'ils ne défendent pas les fondamentaux de la République. Et ils sont irresponsables parce qu'ils mettent en difficulté les forces de l'ordre qui sont censées les protéger et qui dès lors ne peuvent pas faire leur mission Sébastien Jumel, de est-ce sécurité qu'ils doivent publique. être sanctionnés ou du moins rappelés à l'ordre? Je ne sais pas, moi. Moi, je ne l'aurais pas fait. D'ailleurs, il n'y avait pas de parlementaires Communiste, non. communistes à ces manifestations. Compliqué la notation. Je ne leur reproche pas cette liberté de l'avoir fait. C'est leur droit fondamental. Un parlementaire peut participer à une manifestation s'il considère que la cause est juste, et je vous invite à leur poser la Même question. violente, même dans l'agression je vous invite, de force de l'ordre. Je vous invite à leur poser la question pour savoir s'ils regrettent. Bien. Nadia. Moi, je trouve que c'est absolument pas leur place. Mais ce qu'on a compris des députés de la NUPES, c'est que s'ils n'avaient pas leur photo à défier les forces de l'ordre, c'est qu'ils n'étaient pas députés de la NUPES. Donc ils ont une certaine image à renvoyer aujourd'hui, c'est celle de défier les forces de l'ordre, défier l'autorité. Et Mathilde Panot, dans ce rôle-là, elle était au niveau, je le trouve, mais elle n'était certainement pas au niveau d'une élue de la République. Et moi, je ne comprends pas comment les écologistes qui poussent, qui nous incitent à aller vers le fret ferroviaire, à aller vers la voie ferrée et désengorger nos routes, et notamment des camions, puissent s'opposer à ce projet qui avait été décidé, encore une fois, par la gauche plurielle, dont les communistes ont fait partie du gouvernement Jospin, les écolos et les socialistes, ceux-là même aujourd'hui qui critiquent même ce projet. Jean-Luc Mélenchon. Qui d'ailleurs a soutenu, qui a répondu à une question Mélenchon, la d'actualité police au tue. gouvernement Oui, Madame pour Panot, elle est raccord justifier avec ce son projet. patron, non Donc, Bon, écoutez. Bon, alors arrêtons, 11h29, on va parler d'autre chose. Si vous voulez bien, après la pub, on va passer à toute autre chose. Est-ce qu'il y a eu exploitation politique après l'agression de Bordeaux? Vous allez débattre de ça. Et puis je voudrais débattre aussi, parce que j'ai vu le tweet du Parti communiste sur les recherches de l'équipage du Titan. Et est-ce qu'on consacre beaucoup de moyens pour rechercher l'équipage du Titan et beaucoup moins pour les réfugiés qui meurent en mer? Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h33. Allez, toute autre chose maintenant. Un mot quand même? Non, allez, je vais pas. Oui, un mot. Sur l'agression dont a été victime le maire de Toulouse, Moudinque. C'est des sympathisants ultra-gauche et soulèvement de la terre. Moi, je veux bien dire un mot. Inacceptable, condamnable, intolérable. Un maire, ça se respecte. Et on doit protection aux maires, respect des maires, et tout acte de violence
est inacceptable à mes yeux. Et quand on connaît Jean-Luc Moudin, qu'on sait à quel point c'est un maire engagé pour sa ville, à quel point il fait beaucoup pour sa ville, notamment dans les causes aussi écologiques, les causes, l'intervention aussi dans les quartiers les plus pauvres de sa ville. C'est un maire très engagé. Et comme Sébastien Jumel, je dénonce toute forme de violence à l'égard des élus. Les maires, c'est le premier aujourd'hui représentant local de notre République. Il faut les respecter. Non, mais mais il y a un sujet d'agression. Quand on s'en prend à un élu, on s'en prend à la démocratie. Je suis désolé, c'est pas prétentieux que de le dire. Oui. Nous sommes tous, maires, députés et tant d'autres mandats, la manifestation d'une volonté démocratique. Donc encore une fois, c'est l'ultra-violence qu'il faut absolument condamner. Et moi, j'apporte mon soutien à Monsieur Moudin, tout comme à tous les autres élus qui sont pris pour cible. Alors, agression à Bordeaux, la famille des victimes a été indignée par ce qu'elle pense être une récupération politique qui s'est faite sur ce fait divers. Et elle met en cause... tout le monde, enfin pas tout le monde, pas trop la gauche, mais Marine Le Pen, Marion Maréchal, Éric Ciotti, Gérald Darmanin. Est-ce qu'il y a eu, selon vous, récupération politique? Moi, je veux bien dire un mot. Oui. J'ai été maire pendant une dizaine d'années dans la belle ville de Dieppe. Oui. Et l'un des principes qu'on s'applique quand on est maire, c'est quand un drame comme ça arrive, d'abord la compassion à l'égard des victimes, la solidarité concrète à l'égard des victimes, et jamais d'instrumentalisation. D'ailleurs, on ne se grandit jamais en instrumentalisant la misère du monde et la misère des gens. Et puis ensuite, lorsque le drame est passé, on se pose et on tente à froid, de réfléchir, sans polémique, sans instrumentalisation, sans arrière-pensée politicienne, de s'interroger sur ce qui a pu conduire à ce drame et ce qui pourrait permettre de l'éviter. Et donc, moi, je pense que effectivement, une partie de l'extrême droite, du gouvernement a surréagi à ce drame. Et d'ailleurs, quand on surréagit, on n'a pas l'ensemble des éléments d'info et donc on se vautre dans un mur d'incompréhension et de posture politicienne. Donc voilà. Après, sur le fond, ce drame, il pose quand même la question fondamentale un malade psychiatrique sur 2 en France n'est pas soigné. La psychiatrie qui est un parent pauvre, 30% des postes sont vacants. Moi, je suis dans une ville où on a mis en place maison des adolescents, un nouveau pavillon de psychiatrie qui s'appelle Simone Veil, une grande femme qui a pris les premières lois sur la psychiatrie, des équipes mobiles d'intervention, mais force est de constater que d'abord les élus de territoire qui se battent pour la psychiatrie sont pas si nombreux que ça, parce que c'est pas hyper valorisant de couper un ruban d'un hôpital psychiatrique. Il y a plus fun pour un élu, mais pourtant c'est vital parce que la détresse psychologique de nos citoyens, le burn-out, les détresses psychologiques des gens qui sont souvent d'ailleurs qui cumulent de la précarité impliquent une prise en charge, et une bonne prise en charge évite que des gens avec des grands troubles se trouvent dans la nature et commettent l'irréparable. Oui, je voudrais rappeler quand même que les personnes qui souffrent de troubles psychiatriques ne sont pas tous dangereux. Ne sont pas plus dangereux. Ne sont pas tous dangereux. Et ne sont pas plus dangereux proportionnellement que ceux qui n'en souffrent pas. Mais la personne en question, bien sûr, évidemment, vous avez raison. Vous avez raison. Mais quelqu'un qui a des troubles et qui a une rupture de prise en charge peut aboutir à une crise qui commet un drame. Oui, moi, il faut toujours effectivement être très attentif à l'événement et surtout ne pas surréagir ou réagir sur le coup de l'émotion. Je pense pas que notre majorité soit réputée pour faire de la récupération politique. Qu'il y ait eu peut-être quelques erreurs sur le drame, suite au drame d'Annecy, parce que nous l'avons encore tous dans les esprits. Moi, je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié ce qui s'est passé à Annecy et nous sommes encore sous le coup de cette émotion. Ce qui s'est passé à Bordeaux, c'est encore une fois une enfant avec sa grand-mère, mais une enfant qui a été aussi visée. Donc il y a eu une réaction peut-être à chaud. C'est une erreur, je pense, parce qu'il faut garder, encore une fois, nos réactions et maîtriser ses émotions face à ce drame. Que quand on met une vidéo en ligne, et rappelez que quand on met une vidéo en ligne, on floute les visages. Parce que surtout quand il s'agit de mineurs, c'est interdit par la loi. En tout cas, dans ces 2 situations, les maires ont été exemplaires, que ce soit à Annecy ou à Bordeaux. Et on voit bien la différence entre ceux qui ont les mains dans le cambouis et ceux qui ont la tête... Non, il n'y a pas de différence, Sébastien Jumel. On va reprendre
attendez, excusez-moi, juste 2 secondes. Bordeaux n'a pas voulu signer le contrat local de on ne peut pas. Vous allez prendre la parole. Monsieur Jumel, on ne peut pas dire qu'il y a une déconnexion aujourd'hui entre les élus nationaux et les élus locaux face à des drames comme cela. On ne peut pas tenir ce genre de propos. Je note que les maires ont été à la hauteur et qui ne sont jamais dans la posture mais dans la réconciliation. Je sais que vous voulez à chaque fois faire un procès de déconnexion. Moi, je vous rappelle juste que Gérald Darmanin a été maire de Tourcoing. Il est élu local, il est élu départemental. Vous ne pouvez pas lui faire ce procès-là de ne pas savoir. Oui, parce que il a été question. Non, mais parce que attendez, Monsieur Jumel, on voit comment vous procédez. Monsieur Bourdin a évoqué Gérald Darmanin sur la récupération aussi politique entre guillemets. Voilà, c'est la famille. Et vous dites qu'il y a une déconnexion. Vous êtes dans une agressivité qui masque mal votre fébrilité. Ce n'est absolument pas une agressivité, Monsieur Jumel, c'est une contradiction si vous le percevez comme ça. Non, mais juste, vous faites donc ce lien direct entre la déconnexion, le procès de déconnexion que vous faites à notre majorité et les élus locaux. Vous ne pouvez pas faire ce procès à Gérald Darmanin. Et s'il y a eu des maladresses qui ont été faites, sachez que ce n'est pas dans nos habitudes de la majorité. Là, nous sommes encore sous le coup de l'émotion d'Annecy. Et à Bordeaux, c'est encore une enfant qui a été prise à partie. Emmanuel Taché de la Pagerie. Oui, alors je vais paraître cynique, mais moi, le coup de l'émotion, j'en ai assez. Dans ce pays, on égorge. Vous êtes spécialiste pourtant. Oui, non, mais dans ce pays, on égorge, on agresse gratuitement. 44 agressions gratuites par seconde. C'est faux. S'en va. Non, c'est pas faux. Mais bien sûr. Ce sont les chiffres de l'intérieur. Mais non, le chiffre est complètement faux. Tous les jours, mais doit-on en fait s'habituer à une société? On va pas ouvrir ce débat. Mais je vous dis que le chiffre est faux. Puisque le problème, il est global, à une société et à son ensauvagement. Est-ce que tout à l'heure, nous parlions d'état de droit? On doit s'habituer à une violence absolument gratuite. J'allais dire là, en l'occurrence, celle de Bordeaux, elle est due à visiblement une personne qui a des problèmes psychiatriques. Mais doit-on s'habituer à la multiplication constante? Est-ce que ces images doivent émailler la rétine de nos concitoyens français en permanence et qu'en permanence, au lieu de rentrer dans l'action, on nous fait le coup de l'émotion? Alors moi, je veux bien qu'on se donne toutes les raisons du monde de réfléchir, parce que tout est explicable et tout doit être réfléchi. Mais il y a un moment qu'on se donne les moyens. Tout à l'heure, le collègue Jumel disait que les maires avaient été visiblement très responsables. Je trouve. On a assisté à une compétition. Non, mais je trouve que les maires sont souvent à la hauteur parce que les maires sont soucieux de réconcilier leur commune avec le maire de Bordeaux ait refusé de signer le contrat de sécurité locale. Il vient de l'accepter. Mais vous avez raison. Parce qu'il a fallu il a longtemps refusé. Mais c'est vrai. Parce qu'il a fallu. C'est vrai. Moi je dis c'est vrai. Donc on réagit a posteriori. J'ai pas d'éléments là-dessus, mais moi je. C'est vrai. Il vient de signer. Pourquoi l'a-t-il signé, à votre avis, J'ai pas d'éléments là-dessus, mais j'ai été... Une vieille dame de 73 ans et une jeune gamine ont été violentées. Chers collègues, j'ai négocié, moi, des contrats locaux de sécurité. J'ai même... Alors, il faut expliquer ce qu'est un contrat de sécurité locale. Un contrat local de sécurité. Ça met en relation... La commune et les forces de l'ordre. Et le parquet. Et les clubs de prévention. Et la police municipale. Tous les acteurs locaux. L'ensemble des acteurs locaux autour d'un objectif simple, la prévention de la délinquance et la réponse de sécurité. Qui les ont jusqu'à présent et moi, j'en ai signé 2 dans ma commune, mais quelquefois il y a un bras de fer avec l'État pour obtenir des moyens afférents. C'est pas le cas à Bordeaux, Monsieur Jumel. Donc je ne connais pas la situation de Bordeaux. Ce n'est pas le cas à Bordeaux. Je peux vous dire que les moyens de l'État sont renforcés. Je ne vais pas défendre le gouvernement, mais je crois que ça fait partie des mairies. J'explique qu'un maire, lorsqu'il signe un contrat local de sécurité, il pose des moyens mobilisés par sa commune et il entend que l'État mette des moyens correspondants. Peut-être qu'à Bordeaux, c'était le cas. Oui. Et que le maire a été bon à la défense. C'est jusqu'au 31 août. Exclusivement chez Alain Afflelou. Voir conditions en magasin. Dispositif médical. Demandez conseil à votre opticien. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Encore 2 sujets sur l'actualité. Le premier qui fait un peu consensus, permis à 17 ans, on va en parler justement, on va avoir des précisions sur ce qu'a annoncé Elisabeth Borne hier, dans un instant, avec le délégué général à la jeunesse, après les infos de midi, mais permis à 17 ans, c'est une bonne mesure ?
Nadia Hay. Excellente mesure. Moi, si j'ai... C'est le gouvernement qui a décidé. Non, même pas. À titre personnel, j'aurais rêvé d'avoir une mesure parce que elle s'accompagne de quoi, Jean-Jacques Bourdin? Elle s'accompagne d'une aide de 500 € pour les étudiants, ou enfin les jeunes qui n'ont pas les moyens de passer leur permis de conduire. Non, je peux vous dire que s'il y avait eu cette aide-là, c'est pas pour les jeunes qui n'ont pas les moyens de passer leur permis de conduire. C'est pour les jeunes qui sont en lycée professionnel et qui n'ont pas les moyens. Qui sont en lycée professionnel et qui n'ont pas les moyens de passer leur permis de conduire. Je précise. Parce qu'il faut toujours c'est vrai, je suis pas allée au bout des lycéens professionnels qui, d'ailleurs, sont en stage, sont dans des périodes d'apprentissage, et donc la voiture, elle est fortement appréciée. Un grand oui. Mais moi, j'ai une môme de 15 ans qui rêve de passer le permis le plus vite possible. Et donc, c'est important. Puis dans les territoires de vie comme les miens, dans la ruralité, où les transports en commun ne sont pas à la hauteur, où les trains de vie ont été supprimés, le seul moyen de mobilité, c'est la voiture. D'ailleurs, je le dis entre parenthèses, on n'a pas toujours les moyens de rouler en Tesla, et les ZFE sont aussi un frein à la mobilité. Donc, aider les mômes... contre les ZFE? Ouais, celle de la métropole de Rouen est technocratique et déconnectée. Vous n'allez pas faire plaisir à vos amis écologistes. Non, mais si, parce que je pense que l'écologie, lorsqu'elle est punitive, elle n'est pas bonne. Mais je reviens sur le permis. Je reviens sur le permis. C'est une bonne chose. La question des moyens financiers est posée notamment pour les milieux populaires, et 500 €, ça ne couvre pas évidemment l'entièreté du coût du permis, mais cette mesure va dans le bon sens. Il ne faut pas être critique pour être critique, mais par contre, elle ne retire en rien le fait que, en matière de politique de la jeunesse, le gouvernement est aux abonnés absents. Bien. Alors là, bon, je crois effectivement c'est quand même assez fort de que le gouvernement pourrait avoir plus d'ambition pour notre jeunesse française. Ça, il n'y a pas que le permis. Il n'y a pas que le permis à 17 ans. Il y a d'autres. Là, je suis sur le permis. Le permis à 17 ans, en l'occurrence, c'est une. Vous avez déjà été jeune dans votre vie, parce que moi, je me pose la question. Moi, je l'ai été, et j'étais une jeune des quartiers populaires, de milieux plutôt pauvres. Et je peux vous dire que si j'avais eu tout ce que met en place le gouvernement, quand j'étais étudiante, quand je vivais dans ma ville de Trappes, je peux vous dire que j'aurais été j'aurais eu un autre parcours, moins semé d'embûches certainement, et beaucoup plus de chances de réussir, moins d'assignations à résidence. Donc là-dessus, on ne va pas être d'accord, c'est une certitude. Mais je me demande vraiment si vous avez été jeune dans votre vie. Alors, en tout cas, on n'est pas dans le luxe de calmer la volupté. Pour répondre à Madame Hay, mais très rapidement, je suis né à Montreuil, j'ai grandi en banlieue parisienne. Alors vous devrez savoir la différence. Et j'ai été charge de famille à l'âge de 17 ans. Alors vous devriez pas d'attaque personnelle. Non, c'est pas vous que j'attaque personnellement, c'est une question que je vous ai posée. Donc le permis à 17 ans est une très bonne chose. Juste parce que je respecte son parcours. Juste qu'il me dise, il va vous dire que le permis à 17 ans est une bonne chose. Mais pas que le permis, il a dit qu'on n'avait pas de politique pour la jeunesse. L'agressivité de Madame la ministre. C'est pas une agressivité. Alors dès qu'on vous contredit, on apporte la contradiction, on est agressif. Macron ne vous a pas rappelé au gouvernement, en fait. Je suis Monsieur Bourdin. Je suis saoulé par ton agressivité. Ça masque mal la fébrilité de la majorité. Emmanuel Sachet de la Pagerie. Alors, sur le permis à 17 ans. Beaucoup de mots inutiles prononcés. Alors, un mot sur le permis à 17 ans. Non, c'est une bonne mesure. Alors, moi, j'espère que ce ne sera pas un effet d'annonce supplémentaire. C'est pas un effet d'annonce, c'est ce que c'est décidé. Monsieur Bourdin, si je sujet, verbe, complément. J'espère que ce ne sera pas un sujet d'annonce supplémentaire. J'espère que les moyens y sont. Concernant notamment les inspecteurs. J'espère que les délais pour pouvoir passer le permis seront accélérés. J'espère que vous là avez vu encore, que les agents du service public vont pouvoir faire passer le permis. Vous avez vu ça? Oui, c'est très bien. Dans quel délai? C'est juste des questions. Des efforts qui sont. Moi, je salue cette mesure. D'ailleurs, on ne s'y est absolument pas opposé. Je trouve, moi, étant élu d'un territoire rural, que les jeunes ont besoin, notamment les apprentis, de pouvoir circuler, et certainement plus tôt que les autres. Donc je crois qu'on est tous d'accord, au-delà des gentils mots qui ont été prononcés. C'est rare de vous trouver tous d'accord. Mais gardons-nous de l'effet d'annonce. J'ai une dernière remarque. Une dernière remarque, vous allez me dire ce que vous en pensez. Certains se sont émus. C'est vrai que de gros moyens sont déployés pour sauver l'équipage du Titan, ce petit sous-marin de 6,50 m qui est allé explorer l'épave du Titanic, à bord 5 personnes, dont un Français. Et en faisant la comparaison avec ce qui s'est passé en Méditerranée, 600 personnes mortes en Méditerranée, des migrants, opération de sauvetage, traitement médiatique. Certains pensent qu'on a consacré plus de temps et plus d'efforts à sauver 5 personnes dans le Titan que des centaines de réfugiés en Méditerranée. Qu'en pensez-vous? Moi, je crois que comparaison. Moi, je viens d'une ville portuaire. Oui.
ou les pêcheurs, ou les bénévoles de la SNSM, lorsqu'ils sont au secours d'une vie, ne s'intéressent pas aux conditions sociales de ceux qu'on sauve. Une vie n'a pas de prix, quel que soit d'où on vient, quel que soit l'âge qu'on a, quelle que soit la richesse ou la pauvreté qu'on a. Une personne qui risque sa vie en mer, on la sauve. Oui, mais là, et là, le traitement, vous avez raison de dire que le traitement... Moi, je pose la question, le traitement médiatique de quelques bourgeois qui font du tourisme sous la mer paraît disproportionné au regard des drames de mer qui se passent et des drames d'humanité qu'on constate avec les migrants qui perdent la vie à cause d'esclaves, de marchands, de marchands. Vous ne répondez pas tellement à ma question. Non, mais je vous dis qu'il y a un traitement inapproprié, inégal, et que les moyens de secours développés semblent disproportionnés au regard de ce qu'on... Traitement inégal, donc. Une vie n'a pas de prix, et une vie ne se compare pas. Et toutes Nadia, traitement inégal ? Moi, contrairement à Monsieur Jumel, je pense que la vie humaine est sacrée, vous savez, qu'on soit riche ou pauvre, qu'on soit français ou étranger. Je viens exactement de dire la même chose. Donc elle est sacrée. Vous êtes en train d'essayer d'inventer des désaccords ce matin qui sont peut-être que vous n'élevez pas la voix, mais vous n'en êtes pas moins irrespectueux, Monsieur Jumel. La SNSM, les marins pêcheurs, quand ils sauvent une vie, ils ne s'intéressent pas aux conditions de la personne. Nadia alors. Très bien. Donc si je peux poursuivre, c'est que la vie humaine, elle est sacrée, qu'on soit riche ou pauvre, français ou étranger, et qu'on ne trie pas dans le sauvetage de la vie humaine. Pour la vie humaine, quel qu'il soit, la personne à secourir. Et vous faites la différence entre le sauvetage en mer des migrants et le sauvetage en mer de ce sous-marin, où effectivement, on n'a peut-être pas les mêmes catégories socio-professionnelles ou sociales dans ces embarcations, mais il n'en reste pas moins que le travail notamment de sauvetage de l'Ocean Viking, c'est aussi un sauvetage qui a été fait particulièrement par la France. Je pose une question complémentaire. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de déshumanisation des réfugiés qui ne sont plus que des chiffres, qui ne seraient plus que des chiffres? Mais alors pour certains les voient comme des chiffres, moi à chaque vie perdue c'est un drame. C'est un drame qui doit tous nous toucher. Et c'est pourquoi nous souhaitons lutter contre ces trafics d'êtres humains, parce que c'est exactement ça dont il s'agit quand on parle de réseaux de passeurs et des embarcations qui conduisent à des pertes humaines en mer. Il faut remettre votre question au milieu du plateau. Vous parliez, c'est ça, du surtraitement de cette information. Non, je pose la question. Je ne parle pas de surtraitement. Traitement différent ou pas, selon vous? Est-ce que toutes les vies ont la même valeur ou pas quand on regarde effectivement les chaînes infos ou quand on regarde les efforts déployés d'un côté pour sauver 5 explorateurs qui ont payé 250 000 € chacun et pour sauver 600 personnes dont des enfants au cœur de la Méditerranée? Est-ce qu'on consacre les mêmes efforts médiatiques ou autres? Je pose la question. Et puis je pose la question de la déshumanisation des réfugiés qui ne sont plus que des chiffres. Oui ou non? Il faut rappeler je ne m'engage pas, je vous pose la question. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut rappeler qu'une vie humaine n'a pas de prix, que toutes les vies humaines, toutes les personnes qui respirent et dont le cœur batte se valent, et que, effectivement, les drames sont aussi évitables en Méditerranée. On assiste à des gens qui font de la traite d'êtres humains sous couvert de leur sauver la vie, alors que c'est eux, je suis désolé, qui les précipitent dans les fonds. C'est dramatique ce qui est arrivé au large de la Grèce. On parle d'hommes, de femmes, d'enfants. C'est dramatique de leur montrer le chemin, j'allais dire, du suicide. Maintenant, sur le traitement de ce petit sous-marin, c'est dramatique aussi, certainement, si ces personnes ne respirent plus sous les océans. Mais effectivement, on déshumanise tout en rendant une information qui est égale à l'autre. Là, on parle de personnes qui ont peut-être péri, j'en suis désolé pour eux et leurs familles, sur un temps de loisir. On ne parle pas de gens qui ont été jetés sur des chemins d'exil, et ces chemins d'exil les ont menés à périr en mer dans des conditions qui sont dramatiques. Toutes les vies humaines se valent. Mais c'est assez contradictoire avec ce que dit votre présidente de groupe du Rassemblement National, Marine Le Pen. Moi, je suis d'accord parce avec que si ça tenait qu'à elle, l'Ocean Viking n'aurait jamais accosté sur les... Non, il aurait été renvoyé sur les côtes, d'où il venait. Il n'aurait jamais été accosté. Il n'aurait jamais accosté en France avec des conditions climatiques qui auraient conduit certainement au même
vous avez un plan que le bateau, d'immigration pour le l'embarcation continent et les européen. centaines qui On n'est va pas pas le nôtre. entrer dans Dans le les- débat dans les- sur dans les, l'immigration. Moi, chaque année pas à le Dieppe, nôtre. chaque année à Dieppe, non, je me pas retrouve procès au manque d'humanité. avec arrêtez à la avec chapelle de cette Bonsco, contradiction-là. à la chapelle de Arrêtez. Non, Bonsco. on parle de vies humaines là. Alors, Oui, attendez. Justement, Oui. c'est pourquoi je vous rappelle à ça. D'ailleurs, c'est moi Non, qui ai non, parlé mais de vies humaines, parce que pour je vous, n'ai pas de pour le leçon à recevoir Rassemblement de qui que national, ce soit désolé de vous le au dire, elles sujet ne de se valent l'humanité pas. et du respect Bien, que l'on doit à Elles ne l'humanité. se merci. valent pas. Ni moi, Merci à vous ni le tous. Rassemblement On national. s'arrête là. Une vie perdue en mer, c'est une déchirure d'humanité. Et c'est une vie Bon. perdue de trop. 11h57. Et toutes les vies se valent. Merci d'être venus nous voir tous les trois. Merci, j'espère que vous reviendrez. Mais c'est un peu... Ah, bah voilà. Bon, ben moi aussi, c'est toujours un plaisir de vous accueillir. Vous le savez d'ailleurs, je vous le dis, les auditeurs adorent. Et tous les jeudis adorent ce moment, cette heure de débat entre des élus. C'est normal, c'est bien, parce qu'on fait entendre... C'est différent de l'Assemblée nationale, c'est autre chose, mais bon, des sénateurs, des députés qui sont là avec nous. Je Nous vous sommes en capables de remercie montrer parce sur que... l'essentiel, on est souvent d'accord. Voilà. 11h57, merci. Merci à vous. Sud Radio.